Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la maladie de Hirschsprung chez l'enfant, une pathologie hautement fréquente, puisqu'il s'agit d'un enfant sur 5 000 à 10 000 et qui pose encore des problèmes de diagnostic et de prise en charge. Nous allons pendant 2 heures parler du diagnostic et de la prise en charge essentiellement chirurgicale, puisque c'est une conférence de chirurgie pédiatrique. Et puis, il y aura une demi-heure pour répondre à vos questions. Bien entendu, la maladie de Hirschsprung est une occlusion intestinale aiguë, très souvent aiguë de l'enfant, surtout quand il s'agit d'un nouveau-né et qu'il se présente par un syndrome occlusif. C'est la plus fréquente des occlusions. Classiquement, c'est le retard d'émission de méconium qui fait le diagnostic. Et éthiopathogéniquement, c'est les crêtes neurales qui ne migrent pas. Il y a un arrêt prématuré de la migration crânio-caudale des cellules de crêtes neuronales dans l'intestin primitif entre la 5e et la 12e semaine de gestation. Il faut savoir que la maladie de Hirschsprung, il y a plusieurs formes anatomopathologiques et on découle une gravité qui n'est pas la même, comme c'est une forme recto-sigmoïdienne ou une forme totale. Mais il faut savoir que la limite inférieure, c'est toujours la même. C'est le sphincter anal interne. Par contre, la limite supérieure, elle varie, qu'on va voir tout à l'heure. Ça peut être la forme recto-sigmoïdienne, qui est la forme la plus fréquente, ou bien la forme colique totale ou intestinale totale. D'où vient le mot Hirschsprung? Étymologiquement, c'est le nom d'un Danois qui décrit pour la première fois en 1887 2 garçons de bas âge qui sont morts par constipation. Et il a retrouvé une dilatation et une hypertrophie du côlon. Et donc, la maladie de Hirschsprung porte son nom, le nom du pédiatre danois. Il faut attendre 1946, vous voyez que beaucoup plus tard, pour comprendre vraiment qu'est-ce que c'est la maladie de Hirschsprung et parler de la ganglionose. Et avant, comme il y avait le microcolon qui était aganglionnaire et au-dessus, il y a la dilatation du côlon. Donc, les gens appelaient ça mégacolon congénital. Donc, vous allez peut-être trouver dans des anciens manuels, la maladie de Hirschsprung était nommée mégacolon congénital, mais actuellement, nous parlons de maladie de Hirschsprung. Swanson, qui est un chirurgien aux États-Unis, en 1948, a pu opérer un enfant, une intervention réussie de la maladie de Hirschsprung, puisque en 1946, on a compris où était le problème, que c'était une aganglionose, donc il a enlevé tout ce qui était aganglionnaire et dilaté, et l'enfant a survécu. Maintenant, si nous devons parler d'embryologie, c'est une anomalie du développement du système nerveux entérique. Donc, on a dit que c'était la capacité des cellules ganglionnaires à migrer de manière céphalocodale à travers la crête neurale pendant les 4e et 12e semaines de gestation. Ça va donner quoi? Ça va aboutir à l'absence de cellules neuroganglionnaires dans les plexus nerveux végétatifs de Meissner et d'Auerbach. Donc, alors cet arrêt est précoce, c'est-à-dire à la 4e semaine, plus le segment ganglionnaire va être long et plus la pathologie va être sévère. Maintenant, on ne peut pas parler de pathologie, surtout quand ça concerne l'enfant, sans parler de génétique. Très souvent, il y a une susceptibilité génétique. Et là, on a retrouvé le proto-oncogène RET, que vous connaissez très bien. Et on a trouvé plusieurs gènes de susceptibilité, essentiellement ce RET, mais d'autres, GDNF, EDN3, ETRB. Donc, la maladie, généralement, elle est isolée dans 70% des cas. Mais vous avez vu dans votre pratique quotidienne qu'il y a souvent des trisomies, maladie de Hirschsprung avec une trisomie 21 ou syndromique. Il y avait d'autres pathologies associées. Donc, dans 30% des cas, on retrouve des syndromes polymalformatifs ou des anomalies chromosomiques. Si on veut parler d'un syndrome polymalformatif assez fréquent, c'est l'association de malformations gastro-intestinales, une fente palatine, des polydactylies, malformations cardiaques et malformations crânio-faciales. C'est pour ça qu'il faut généralement rechercher les malformations associées avant d'opérer une pathologie, puisque les malformations cardiaques,
vous savez qu'il faut utiliser des anesthésies qui ne sont pas cardiotoxiques. Donc, qu'est-ce qu'on en conclut? On en conclut que la maladie de Hirschsprung est multifactorielle, d'origine multifactorielle et multigénique, puisqu'on a vu plusieurs gènes incriminés. Donc, il y a des facteurs environnementaux et des facteurs génétiques. Alors, vous allez me dire s'il y a des facteurs génétiques. On peut dépister la maladie de Hirschsprung. Donc, le dépistage ou bien le conseil génétique est fait généralement pour les formes ou syndromiques ou avec anomalie chromosomique. Mais les maladies de Hirschsprung isolées, cela est très difficile et il n'y a pas de consensus. Alors, on a dit que c'était une pathologie qui était fréquente, hein, donc tous les services de chirurgie pédiatrique ou de pédiatrie qui prennent en charge les maladies de Hirschsprung, on voit souvent, hein, donc c'est 1 à 2 sur 10 000 naissances. Bien entendu, cette incidence, elle va varier si on se trouve aux États-Unis, en Europe, en Afrique. En Afrique, généralement, c'est 2 sur 10 000 naissances. Donc, elle est un peu plus fréquente chez les garçons. Cependant, on va retrouver chez les formes longues et les formes les plus sévères, on retrouve un peu plus de filles. Donc, cela dépend des formes anatomopathologiques. Bien heureusement, les formes courtes ou recto-sigmoïdiennes représentent 80% des maladies de Hirschsprung. Alors maintenant, si on parle de la physiopathologie, donc on a dit que c'était système nerveux entérique, qui est lui responsable de la motilité intestinale propulsive de l'intestin. Donc on voit s'il y a une aganglionée, il va pas y avoir de motricité, il va pas avoir de motilité intestinale propulsive, il va y avoir une pullulation microbienne et qu'est-ce qui va en découdre? C'est l'entérocolite et la septicémie. Donc, on avait vu que le proto-oncogène RET qui se trouve sur le chromosome 10q11.2 affecte 50% des cas familiaux et 20% des cas sont sporadiques. Donc, on retrouve le RET surtout sur les maladies de Hirschsprung familiales. D'ailleurs, c'est la même chose pour le reflux gastro-œsophagien. Les formes familiales donc, sont plus sévères et on retrouve généralement le gène RET même dans le reflux gastro-œsophagien familial. Le RET est généralement crucial pour le développement embryologique d'autres organes. C'est pour ça qu'on peut comprendre facilement qu'il y a des malformations associées à la maladie de Hirschsprung et il faut les rechercher avant d'opérer ces malades. Donc, parmi ces malformations associées, on a les malformations du rein et des voies urinaires. On a d'autres cardiaques, on a vu tout à l'heure, fentes, etc. Donc, on a dit que la maladie de Hirschsprung, selon l'anatomopathologie, cela dépend du siège de la ganglionée. Elle peut être au niveau du recto-sigmoïde, elle peut dépasser l'angle colique gauche, elle peut aller jusqu'au-delà du transverse et elle peut toucher tout l'intestin. Donc, tout dépend de cette aganglionée et on va classer, on va voir tout à l'heure, le Hirschsprung selon la ganglionie, le siège de la ganglionie. Alors ici, c'est une image pour bien individualiser les deux plexus qui nous intéressent. Pourquoi il faut bien visualiser ça? Parce que le diagnostic de certitude de la maladie de Hirschsprung va se faire par étude histologique. Et cette étude histologique, c'est du spécimen qu'on va prendre par biopsie. Et la biopsie, elle doit toucher elle doit toucher ces plexus pour prendre de la musculeuse, si on fait une biopsie chirurgicale, musculeuse, sous-muqueuse et muqueuse, sous-muqueuse et musculeuse. On va voir tout à l'heure les biopsies et c'est dans ces régions-là que on va pouvoir prendre et voir qu'il y a une aganglionie, donc les plexus d'Auerbach et de Messner. Donc, sur le plan physiopathologique, qu'est-ce qui va se passer? Je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, c'est la zone aganglionnaire. Donc, il n'y a pas de ganglion. Donc, c'est une zone rétrécie. Là, c'est ce qu'on appelle la zone de transition qui vient bien se voir sur les lavements barités qu'on va voir tout à l'heure en imagerie. Et il y a une zone proximale qui est dilatée. Elle est dilatée parce que ça ne passe pas. Donc, vous allez avoir comme un goulot, donc rétréci, la zone aganglionnaire et la zone dilatée. C'est pour ça que
cette zone dilatée. C'est pour ça qu'avant, on appelait ça le mégacolon congénital. Donc, et très souvent, en chirurgie, on ne se contente pas d'enlever cette partie distale uniquement qui est aganglionnaire, mais aussi cette partie proximale qui est dilatée parce qu'elle est tellement dilatée que la motilité ne se fait pas correctement. Donc, très souvent, on enlève jusque l'intestin redevient normal, de calibre normal. Donc, on a dit tout à l'heure l'anatomopathologie, je répète parce que c'est très important. Donc, la forme la plus fréquente, c'est la forme recto-sigmoïdienne, mais il y a des formes longues, il y a des formes même incompatibles avec la vie qui touchent tout l'intestin, que ce soit l'intestin grêle ou le côlon. Donc, ça, c'est des formes, bien entendu, incompatibles avec la vie, parce que vous savez que moins de 60 cm de grêle, c'est incompatible avec la vie, sauf si on fait une greffe de l'intestin et même ici, je pense que ça va pas être possible parce que c'est un problème de aganglionose des plexus. Donc là, on visualise sur ce schéma les formes anatomopathologiques. Donc ici, on voit tout le cadre colique et le recto-sigmoïdique. On a dit que la forme classique, c'est la forme recto-sigmoïdienne. On dit la forme recto-sigmoïdienne ou bien la forme courte. Hein, vous pouvez trouver dans des classifications américaines, on appelle ça les formes courtes, pas ultra courtes. Donc les formes poncoliques, les formes poncoliques où c'est tout le côlon qui va être atteint, aganglionnaire, et généralement ces enfants sont source de complications. Hein, on va voir tout à l'heure que ce soit les entérocolite ou bien les perforations diastadiques, les deux complications les plus fréquentes de la maladie de Hirschsprung. Alors, comment on fait le diagnostic de maladie de Hirschsprung? Donc, les pédiatres vont vous dire que ils ont à la néonate un nouveau-né qui est ballonné, qui vomit bilieux, et il y a un retard d'émission de méconium. Le méconium, il faut savoir comment il est. Donc, il faut avoir la quantité et la qualité. Hein, donc cet aspect noirâtre, verdâtre, visqueux et la quantité. Donc s'il y a une anomalie de cette émission de méconium, généralement 24 à 48 heures, c'est fort suspect de maladie de Hirschsprung. Donc il y a cet aspect clinique qui va dépendre de l'âge de l'enfant. Hein. Donc on a dit nouveau-né, c'est l'aspect d'une occlusion. Un peu plus tard, c'est généralement quand c'est des formes ultra courtes qui sont passées inaperçues, on va voir les constipations chroniques. Et il y a l'aspect radiologique aussi, qu'on va voir l'ASP, la membralité, et bien sûr le diagnostic de certitude, il est fait par l'anatomopathologique, par un spécimen histologique qu'on prélève par une biopsie. On va voir que ce soit par aspiration ou une biopsie par voie chirurgicale. Donc, je vous ai dit qu'il existe des formes même historiques, mais on en voit de moins en moins dans notre pays, Dieu merci. Là, c'est des formes ultra courtes. Donc, généralement, la maman, lors de ce qu'elle mettait le thermomètre, il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert, s'il vous plaît, vous le mettez en silencieux. Donc, les formes de diagnostic tardif, on a dit que c'est les formes ultra courtes généralement et que la constipation chronique était l'élément central du diagnostic avec une distension abdominale et il peut y avoir même des troubles d'absorption et ce qui en conclut des troubles nutritionnels. Donc, c'est des enfants qui ont un retard staturo-pondéral et qui sont distendus. Voilà. Un petit peu, là, c'est un nourrisson avec une distension abdominale très importante et une maladie de Hirschsprung probablement dans sa forme ultra courte ou courte. Alors, les deux complications que vous devez retenir de la maladie de Hirschsprung, le premier les deux peuvent être de pronostic vital, mais il y en a un qui est vraiment très dangereux, surtout à la période de nourrisson ou néonatale, c'est l'entérocolite. L'entérocolite, c'est quoi? Ça va y avoir une pullulation microbienne dans la paroi colique
et il va y avoir une translocation bactérienne avec septicémie. Et si la prise en charge n'est pas rapide, il peut s'en découler un décès de l'enfant. Donc, c'est assez fréquent. Ça peut être en préopératoire ou ça peut être en post-opératoire aussi. Il peut y avoir des entérocolite, même si les enfants ont été opérés et bien opérés. Mais généralement, post-op, il s'agit des formes généralement qui sont longues. Hein. Donc, c'est des enfants qui font des entérocolites. Il faut savoir les diagnostiquer, il faut savoir les traiter à temps. Donc, l'entérocolite, c'est une diarrhée, c'est une fièvre, c'est une distension abdominale. La diarrhée, elle est nauséabonde, elle a une certaine odeur. Et il y a des facteurs de risque de cette entérocolite. On a dit le segment lent, mais aussi les enfants trisomiques, quand il y a un retard diagnostique, bien entendu, et quand c'est le sexe féminin, parce que le sexe féminin est attaché au segment lent. On a dit que les segments lents touchaient plus les filles. Et les formes familiales, antécédents familiaux, on a dit que les formes familiales étaient généralement sévères. La deuxième complication qu'il faut diagnostiquer ou qui peut arriver, c'est la perforation diastatique du sécom. D'ailleurs, actuellement, nous en avons un au service. Donc, c'est généralement des formes où il y a une dilatation importante du côlon et il va y avoir une perforation par hyperpression et généralement, c'est le sécom parce que c'est la région d'équilibre. Voilà. Donc, du rectum justement, il y a une augmentation des pressions, et puis il y aura une perforation diastatique. Qu'est-ce qui va en découler? Un pneumopéritoine, et donc il faudra aller opérer et faire une stomie dérivation digestive rapidement chez cet enfant. Alors ici, vous savez que l'entérocolite maintenant est gradé. Hein, il y a le grade 1, grade 2, grade 3. Donc le grade 1, c'est une diarrhée explosive avec une distension modérée de l'abdomen, mais sans manifestation systémique manifeste, à savoir la fièvre, l'anorexie, la perte de poids et la tachycardie. Le grade 2 est toujours cette explosion de diarrhée, avec toujours une distension abdominale qui peut être un peu plus sévère, mais là, on commence déjà à voir des manifestations généraux, systémiques, à savoir fièvre et tachycardie. Et le grade 3, l'enfant est en état de choc. Hein, donc, voilà. Donc, il faut bien entendu traiter les malades dès le début. Alors, là, l'imagerie, on va commencer par l'imagerie conventionnelle, la radiologie conventionnelle, qui est l'aspect là, pour son préparation. Donc, chez le nouveau-né, qu'est-ce qu'elle va nous montrer? Elle va nous montrer qu'il y a une occlusion basse, puisque ça va toucher le côlon. Elle peut nous montrer des niveaux hydroaériques. Elle peut nous montrer de l'aération au niveau des signes d'entérocolite, au niveau de la paroi colique. Elle peut nous montrer une absence d'aération du pelvis au niveau du rectum, qui signe très évocateur de maladie de Hirschsprung. Si vous avez un garçon à l'ASP et que le pelvis, le rectum n'est pas aéré, il faut penser à la maladie de Hirschsprung. Alors, il peut y avoir aussi des images d'entérocolite, c'est-à-dire une paroi intestinale irrégulière, épaissie. Il peut y avoir la pneumatose de l'air pariétal, des calcifications iliales. Et il peut y avoir cet aspect de pneumopéritoine sur perforation du côlon proximal, à savoir le sécom. Chez l'enfant plus grand, on va voir des fécalomes, c'est des accumulations importantes de sel avec dilatation des anses digestives. La deuxième radiologie qu'on fait pour faire le diagnostic de maladie de Hirschsprung, c'est les lavements, le lavement baryté ou le lavement aux hydrosolubles. On préfère le lavement aux hydrosolubles parce qu'en cas de perforation, les hydrosolubles sont moins dangereux que la baryte. Bien entendu, ce lavement baryté ne doit pas être fait en période d'entérocolite. Bien entendu, il est contre-indiqué parce qu'en période d'entérocolite, l'intestin est friable et la perforation peut se faire par hyperpression. Donc, qu'est-ce qu'elle va nous montrer, le lavement baryté? Elle va nous montrer cette image de zone de transition à un intestin proximal aganglionnaire et cet aspect de dilatation du proximal et aganglionnaire irrégulier du côlon distal.
Alors, généralement, on va voir tout à l'heure les images pour mieux visualiser ça, mieux visualiser. On fait des clichés obliques pour visualiser la zone de transition. Donc, c'est très important. Vous allez me dire pour le nouveau-né, comment on peut faire le diagnostic. Donc, c'est généralement des retards d'évacuation du produit de contraste sur 24 heures qui fait le diagnostic ou la membralité. Donc, zone de transition et retard d'évacuation chez le nouveau-né, préférer les hydrosolubles et ne pas faire le lave-membralité en période d'entérocolite. Alors, est-ce qu'il y a d'autres... il faut savoir que la membralité, dans la majorité des cas, fait le diagnostic ou suspecte le diagnostic. Mais il y a des formes anatomopathologiques qui ne sont pas bien individualisées en la membralité. C'est les extrêmes, les formes ultra courtes et les formes coliques totales. Donc, les coliques totales, soit on a un aspect de point d'interrogation du côlon, on va voir ça tout à l'heure, ou un aspect de microcolon. Donc, microcolon, on peut se dire que c'est autre chose, c'est pas une maladie de Hirschsprung. Dans les formes ultra courtes, donc, je vous ai dit tout à l'heure, passe inaperçu souvent, et c'est après qu'on a cet enfant qui est distendu avec constipation chronique. Est-ce que l'échographie, le scanner, l'IRM donnent des renseignements où ils sont indispensables ou utiles en matière de maladie d'Hirschsprung? Pas vraiment, non, sauf si on recherche des malformations associées, bien entendu, par l'échographie, l'écho rénal et l'écho cardiaque. Mais le scanner et l'IRM n'a pas vraiment d'intérêt. Alors, il y a une équipe récemment qui a publié, je pense en 2021, c'est l'équipe de Granelli qui a mis au point une échographie avec une sonde à ultra haute fréquence et qui permet de voir au niveau des parois coliques les zones aganglionnaires. Donc ça pourrait être dans le futur un élément d'aide au diagnostic. Par ailleurs, puisque nous sommes dans l'ère de l'intelligence artificielle, il y a une autre équipe, Ring et collaborateurs, qui ont mis au point des modèles mathématiques, qui permettent de donner une suspicion diagnostique en intégrant les données cliniques et d'imagerie. Donc, vous voyez sur ces images, donc là, c'est un ASP. Qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez que le pelvis n'est pas aéré. Donc, c'est une forte suspicion de maladie de Hirschsprung. Alors ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que les parois digestives sont épaissies. Hein, donc, cette image fort évocateur de entérocolite. Et là, c'est un grand pneumopéritoine du malade qu'on a actuellement en service, qui est une perforation diastatique. Alors, cet aspect, tout à l'heure, je vous ai dit, un point d'interrogation. Hein, vous voyez ici la zone de transition, vous avez ici le côlon qui est rétréci, ici un aspect d'entonnoir, et puis là, le côlon qui est dilaté. Hein, donc là, c'est forte suspicion avec une image en oblique de maladie de Hirschsprung. Là aussi, on a cette zone de transition et aspect en col de signe très évocateur de maladie de Hirschsprung. Alors, on a dit que le diagnostic de certitude se faisait par la biopsie rectale. Alors, nous, en Algérie, essentiellement, c'est des biopsies chirurgicales qui se font, mais il faut savoir que la biopsie par aspiration, à la place de Noblette, est le gold standard normalement. Donc, les biopsies par aspiration, elles vont aller au niveau du plexus de Meissner et de Barck, mais généralement, c'est la muqueuse et la sous-muqueuse qui vont être prélevées. Par contre, on va voir sur la biopsie chirurgicale, c'est la muqueuse, la sous-muqueuse et la musculeuse. Donc, c'est un peu plus fiable sur la biopsie chirurgicale, mais c'est plus invasif. Donc, comment on fait? Donc, l'enfant est en position de taille, décubitus dorsal. Donc, il faut aller 2 cm au-dessus de la ligne pectinée, parce que au-dessous, c'est généralement hypoaganglionnaire d'une manière physiologique.
Donc, pour être dans la région, il faut être 2 cm au-dessus de la ligne pectinée. La biopsie doit être de 3 à 4 mm de diamètre et sur 1 à 2 mm de profondeur. Il y a actuellement l'utilisation de la coloration à l'acétylène cholinésterase qui permet de colorer les fibres nerveuses hypertrophiées, hein, parce qu'on a la ganglionie et on a une hypertrophie des fibres nerveuses. Et aussi, il y a l'immunohistochimie qui contribue au diagnostic de maladie de Hirschsprung. Alors là, c'est la fameuse pince de Noblette, hein, voilà. Donc, il y a une sonde lubrifiée. Il y a une sonde lubrifiée qu'on met. Alors, il y a un manomètre pour avoir une hyperpression et une sorte de pistolet pour prélever cette muqueuse et sous-muqueuse. Là, c'est la biopsie chirurgicale. Là, on va inciser d'une manière circonférentiellement au-dessus de la ligne pectinée et prélever un triangle de musculeuse, muqueuse et sous-muqueuse. Là, c'est l'aspect anatomopathologique où on voit une hypertrophie des filets nerveux et une aganglionie. Alors, est-ce que, à part la clinique, la radiologie, la biopsie, il y a un autre moyen diagnostique? Il y a ce qu'on appelle la manométrie anorectale. S'il vous plaît, mettez en silencieux vos micros. Donc, il y a la manométrie anorectale. La manométrie anorectale, qu'est-ce qu'elle va rechercher? Elle va rechercher l'absence du réflexe recto-anal inhibiteur. Qu'est-ce que c'est ce réflexe recto-anal inhibiteur? Normalement, quand il y a une distension du rectum, il y a une relaxation du sphincter anal interne et il y a émission des selles. Chez les malades atteints de maladie de Hirschsprung, il n'y a pas de cette relaxation et donc c'est ce qu'on recherche à la manométrie. Donc normalement, voilà qu'est-ce qui se passe. Donc on met une sonde et lorsqu'il y a cette pression au niveau du rectum, il va y avoir une relaxation. Mais chez la maladie de Hirschsprung, il n'y a pas cette relaxation qui se produit et il va y avoir une stase et constipation ou occlusion, selon l'âge de l'enfant. Alors, est-ce qu'il y a des diagnostics différentiels à la maladie de Hirschsprung? Oui. Donc, il y a l'ileus méconial, hein, vous savez que la mycoviscidose, c'est vrai que quand ils sont plus grands, les enfants, c'est la détresse respiratoire, mais quand ils sont tout petits, à la période néonatale, c'est des signes digestifs qui priment. Ce qu'on appelle l'ileus méconial, donc qui va donner un aspect de microcolon et d'ailleurs le diagnostic et la thérapeutique se fait par lavement. On fait le lavement, on voit cet aspect du microcolon, on injecte de la gastrographine et généralement l'occlusion est levée. Il y a aussi des bouchons méconiales. Hein. On nous évacue souvent des enfants avec un aspect d'occlusion et tout simplement c'était des bouchons méconiales. Il y a le syndrome du petit côlon, il faut faire attention, surtout chez les mères diabétiques. Et il y a ce qu'on appelle des pseudo-obstructions intestinales chroniques, qui peut rentrer dans des troubles neurologiques, mégavésie, etc. Ou bien chez ce qu'on retrouve souvent à la consultation, c'est des dolichocolons. C'est des enfants qui ont des côlons très longs et donc qui font des constipations, etc. Et on nous les envoie pour suspicion de maladie d'Hirschsprung. Et en fait, c'est juste une rééducation qui permet et un régime diététique qui permet de régler le problème. On arrive au chapitre traitement. Donc, on a dit que c'est souvent lourd, hein, c'est soit un nouveau-né qui avait un syndrome occlusif, soit l'enfant il fait une entérocolite, on a vu que ça peut aller jusqu'au décès, état de choc, etc. Donc, il y a un volet réanimation. La réanimation, c'est quoi? C'est traiter l'état de choc ou l'entérocolite par les antibiotiques, par des irrigations. Et quand l'enfant doit être opéré, il y a une préparation aussi faite par les réanimateurs. Et quand l'enfant va bien et qu'il répond à la stimulation, donc on va temporiser le traitement chirurgical, mais à l'attendant, il faut permettre l'évacuation
de ce rectum. Donc, puisqu'il n'y a pas ce réflexe, on va le provoquer en faisant en mettant une sonde à travers le rectum et on va permettre la débâcle. C'est ce qu'on appelle le nursing. Donc, c'est un traitement d'attente. Dans les traitements d'attente dans la maladie d'Hirschsprung, il y a le nursing et il y a les dérivations digestives quand c'est des formes longues ou quand l'enfant n'est pas bien. Alors, le nursing, est-ce qu'il est appliqué à tous les enfants? Non. Il faut que la forme soit généralement recto-sigmoïdienne parce que la sonde rectale, elle peut pas aller jusqu'au sécrum. Elle va monter jusqu'à l'angle colique gauche. Et donc, ces formes-là vont répondre au nursing. Ce nursing se fait 1 ou 2 fois par jour. On commence par à l'hôpital. On apprend à la maman ou aux parents à faire ce nursing et ensuite, on les surveille régulièrement en consultation. Deuxième traitement d'attente, c'est les dérivations digestives. Généralement, elles se font en canon fusil. Généralement, elles se font à droite par rapport aux malformations anorectales qui se font à gauche. Donc, elles sont indiquées lorsque l'enfant n'est pas bien, ou bien quand il y a une complication, savoir entérocolite, perforation diastatique, ou quand l'état général de l'enfant est mauvais, ou pour les formes anatomopathologiques qui ne répondent pas au NOTSIC, c'est généralement les formes longues. Ces enfants bénéficieront d'une colostomie généralement droite. Alors, les colostomies, il faut pas les faire à tort et à travers parce qu'elles ont leur morbidité. Il y a les prolapsus qu'on voit ici. Prolapsus, c'est-à-dire généralement c'est le bout d'aval qui prolabe. Et il y a les rétractions, c'est l'inverse, les rétractions avec sténose, généralement c'est des problèmes d'ischémie, des problèmes de vascularisation. Donc il faut faire attention, il faut bien poser l'indication de la colostomie. Alors on va passer maintenant au traitement définitif. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On a un côlon distal qui est agonglionnaire, on a une zone de transition et on a un côlon proximal qui est dilaté et qui ne fonctionne pas correctement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever ce côlon qui n'est pas bien énervé ou bien qui est dilaté, qui ne fonctionne pas très bien, et abaisser le côlon et l'anastomoser à l'anus, au canal anal, un abaissement d'un côlon qui est sain, qui est bien innervé. Donc, quand on fait cet abaissement côlon-anal, donc classiquement, avant, on attendait pour des raisons de réanimation, un poids de 10 kilos, que l'enfant était, qui était un peu plus grand. Mais maintenant, on le fait de plus en plus jeune, à l'âge de 2 mois, on peut faire cet abaissement. Il y a des séries, il y a des équipes ailleurs qui font même les abaissements côlon-anal, des transanales, on va voir tout à l'heure, même à la période néonatale. Alors, je ne suis pas très partisante de ces abaissements très tôt, parce qu'il faut pas, quand on fait un abaissement, il faut faire attention à l'innervation, et donc c'est tout petit, il faut avoir les lunettes qu'il faut, etc. Et attendre un minimum de 2 mois et faire cet abaissement me paraît plus judicieux. Ou si on n'a pas une bonne réanimation, les moyens de surveiller cet enfant, on peut attendre 6 mois, ou surtout si l'enfant est colostomisé, on va attendre un peu plus et faire cet abaissement dans de meilleures conditions. Alors, quel est le but de cette chirurgie définitive? Je le répète encore, c'est de réséquer cet intestin distal aganglionnaire et généralement aussi un peu de cette zone dilatée et faire une anastomose au-dessus de la ligne de pectinée pour rétablir la continuité intestinale. Bien entendu, comme tous les abaissements, il faut faire attention au filet nerveux, il faut faire attention à la vessie, il faut faire attention au sphincter pour ne pas avoir de problèmes de continence post-opératoire, au sphincter interne. Donc, il y a plusieurs techniques opératoires qu'on va voir en détail, que ce soit la technique de Soissons, Soivé ou du Hamel, et la participation actuellement de la célioscopie qui permet qui est tout le temps abdominal qu'on faisait avant, qu'il fallait inciser d'une manière invasive, maintenant peut être fait par célioscopie. Alors, je vous ai dit, voilà, on enlève la partie qui est aganglionnaire,
et on enlève une partie qui est dilatée, la zone de transition. Bien entendu, ce côlon, il y a les artères qu'il faut ligaturer, les artères sigmoïdiennes, hein, pour pouvoir descendre ce côlon. C'est un spécimen de pièces opératoires. On voit très bien la zone de transition, zone ganglionnaire, zone dilatée et zone de transition. Alors, on va voir chaque technique en détail. Donc, je vais donner juste les principes de chaque technique. La technique de Swanson, c'est quoi? C'est le côlon sigmoïde et le rectum sont mobilisés par voie transabdominale, c'est-à-dire qu'il y a une voie abdominale où on va disséquer le rectum, hein, près de sa paroi, où on va ligaturer les artères, etc. Et un temps périnéal. La technique de Duhamel, la même chose, il y a 2 temps, mais là, l'anastomose, elle va se faire rétrorectale, hein, on va voir ça. Et la technique de Rechbein, c'est une technique généralement pour les formes très longues, hein, c'est un peu un Duhamel avec l'intestin grêle. Alors, la technique de Swanson. Qu'est-ce que c'est la technique de Swanson? Donc, on va ouvrir l'abdomen par une paroi rectale. Quand on ouvrait l'abdomen, mais actuellement, je vous ai dit, ça se fait par voie cœlioscopique. On va disséquer cette paroi rectale, hein, tout en faisant attention à ne pas léser les filets nerveux pelviens. On va réséquer le côlon. On va fermer le moignon rectal, on va fermer en haut. On va descendre le moignon rectal fermé et évaginer à travers le canal anal, sectionner d'une manière oblique 2 cm et demi en antérieur et 0,5 en postérieur. Puis, on va descendre le côlon à travers ce moignon rectal. Voilà. Alors, attendez. Voilà. Donc, on dissèque le côlon jusqu'au plancher pelvien. Une fois qu'on va le rentrer, voilà, une fois que le côlon est évaginé en bas, on va couper d'une manière oblique. Hein, en postérieur, on laisse juste 0,5 et en antérieur 2 cm. Ensuite, on descend ce côlon à travers ce moignon. Voilà. Vous voyez? Ensuite, on descend le côlon à travers le moignon et on fait notre anastomose. Ensuite, on l'imbagine. Alors, pour le traitement pour la technique de Duhamel, il faut pas les faire chez les tout petits parce que c'est quand même une dissection qui est profonde du pelvis, hein. On va aller en rétrorectal. Donc, généralement, c'est des enfants au-delà de 18 mois. Là aussi, il y a un temps abdominal où il va y avoir une résection du côlon, une dissection, etc. Et on va aller, voilà, vous voyez, on va aller en rétrorectal. Hein, et je vais vous montrer. Et sur le plan périnéal, on va inciser au-dessus de la ligne pectinée et on va passer ce côlon sain à travers ça. Et on va anastomoser. Alors, l'anastomose, alors regardez, donc là, on va le passer en rétrorectal. Ici, on avait ouvert. On a ouvert au-dessus de la ligne pectinée et on va le faire passer ici. On va anastomoser. Alors, l'anastomose, comme elle est profonde, on ne peut pas la faire avec la main. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Soit avant, on utilisait les pinces de Kocher en triangle pour pouvoir faire cette anastomose, ou bien les pinces GIA. Vous voyez? Regardez. Ça, c'est le moignon rectal. Et ça, c'est le côlon qu'on a abaissé. Vous voyez? Donc, cette anastomose-là, on les fait avec la pince de GIA ou les pinces de Kocher avant et on attendait 10-15 jours pour qu'elles tombent. Alors, soivé. Soivé, il y a soivé, quand on dit soivé maintenant, on pense à soivé de la tore, c'est-à-dire la transanale. Mais il y a soivé de 1964, c'est la mucosectomie rectale. D'ailleurs, c'est de là qu'on s'est inspiré pour la transanale, suivi de l'abaissement du côlon sain à travers le manchon musculaire restant. Donc, c'est une dissection par voie abdominale le plus bas possible et le côlon extériorisé par la muscle, puis on recoupe, puis on anastomose. Alors voilà, regardez. Donc là, on faisait la mucosectomie, hein, on faisait la muqueuse, on disséquait et on passait le côlon à travers. Donc c'est ce qu'on fait la même chose actuellement, mais par voie transanale, pas par voie abdominale.
Maintenant, le SOAV actuel, le transanal, donc c'est la technique qui est le plus utilisée quand c'est des formes recto-sigmoïdiennes, comme c'est la forme la plus fréquente. Donc, quel est l'intérêt de cette technique? C'est une voie exclusivement transanale. Et quand on a besoin quand c'est un peu plus long, on s'aide de la célioscopie pour décrocher l'angle colique gauche et permettre un abaissement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va mettre, bon, ça c'est un écarteur qui permet de ne pas léser les nerfs. Donc, on va mettre plusieurs fils au-dessus de la ligne pectinée, à 2 cm de la ligne pectinée, et on va inciser, on va disséquer. Donc, regardez, ici c'est le cœur, c'est le muscle. Donc, on l'a disséqué, et après le cœur, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir d'abord ici en postérieur et ensuite en antérieur. Une fois qu'on a ouvert le cœur, on va se retrouver en niveau du péritoine. Niveau du péritoine, il faut ligaturer les vaisseaux du méso et ensuite, voilà, on abaisse et on recoupe et on fait l'anastomose au niveau de la zone pectinée. Donc ici, donc voilà, une rangée circonférentielle de suture en soie est insérée environ à 1,5 à 2 cm au-dessus de la ligne pectinée, ce que vous avez vu tout à l'heure. La muqueuse rectale est incisée voilà, on libère le muscle jusqu'au cœur. Le cœur, c'est le muscle, hein. Ça, c'est le cœur. Ensuite, on ouvre le cœur et on se retrouve en intrapéritonéal. On libère le côlon et jusqu'à la zone saine. Généralement, il faut faire une extemporanée avant de faire l'anastomose, hein, pour s'assurer que c'est une zone saine. Voilà. Vous voyez, le cœur. Quand on ouvre le cœur, on se retrouve au niveau de l'abdomen. Voilà, ça c'est le méso. Voilà. Ça, c'est quand il faut libérer l'angle colique, hein, le fascia du Told, hein, pour libérer et descendre un peu plus du côlon. Alors, l'abaissement par laparoscopie, je vous ai dit, ça permet d'éviter la voie abdominale. Généralement, trois trocars sont généralement utilisés. Un, à travers l'ombilic pour la caméra. Deux, dans le cadran supérieur et inférieur droit. Donc, c'est Monsieur Georgeson qui a développé cette technique. Et on peut faire comme la voie abdominale classique avant, disséquer ce rectum. Il faut être vraiment près de la paroi rectale, parce qu'il faut faire attention à deux choses. Pardon, il faut faire attention aux uretères, hein. Très attention aux uretères, ça peut être vraiment à côté du rectum, vraiment plaqué sur le rectum. Il faut faire attention aux déférents chez le garçon. Donc, il faut être vigilant. Donc, voilà, Monsieur Johnson, voilà les trocars, donc l'ombilic et les trocars pour pouvoir travailler, ligaturer et abaisser notre côlon. Alors, les formes longues, elles représentent quand même 28% des cas. Hein, c'est tout ce qui est au-delà du rectosigmoïde, on le considère comme forme longue. Qu'elles ont de particulier? C'est généralement des formes familiales et syndromiques. Je vous ai dit que ces formes ne répondaient pas au nursing. Et pour faire le diagnostic, généralement, on fait une appendicectomie. Appendicectomie permet d'analyser l'appendice et de confirmer l'atteinte colique totale. Généralement, on utilise la technique de Duhamel. Il y a une certaine manœuvre qui doit être faite parce que ça va toucher tout le côlon, hein, ce qu'on appelle la manœuvre de déloyer. C'est quoi la manœuvre de déloyer? Hein, on va la voir. C'est une mobilisation complète du côlon droit. On va sectionner les vaisseaux coliques moyens inférieurs et on va basculer le sécal. C'est-à-dire, regardez, le bas-fond sécal, il va se retrouver ici. Donc, on va ligaturer les vaisseaux coliques moyens et ça va nous permettre de descendre ça au niveau du rectum, hein, et de permettre de faire une anastomose séco-rectale, séco-anale. Donc, vous voyez, ça, c'est cette manœuvre de déloyer, vous devez la comprendre et en parler quand c'est des formes longues et la faire surtout. Alors, en post-opératoire, bien entendu, pour l'alimentation, tout dépend.
généralement une transe anale. Le lendemain, l'enfant peut s'alimenter. L'enfant a une colostomie, pas de problème. Le lendemain, il peut s'alimenter. Généralement, dans la grande majorité des cas, la reprise de l'alimentation se fait le lendemain. Après, cela dépend de l'intervention et s'il y a eu des soucis en péropératoire. L'antibiothérapie, généralement, c'est sur 48 heures. Alors, il faut faire attention à une chose qu'on est confronté souvent en consultation, c'est lorsque, bon, c'est des enfants qui étaient constipés, etc. Et une fois que vous avez enlevé la zone aganglionnaire et la zone dilatée, les enfants fait dans les premiers temps une sorte de diarrhée, etc. Et ça va provoquer un érythème fessier. Donc, il faut manager ça parce que ça peut aller jusqu'aux champignons, ça peut être très problématique pour les enfants et pour les parents. Donc, il faut donner une crème protectrice et prévenir cet érythème fessier. Ensuite, on a une anastomose. Qui dit une anastomose dit il risque de sténose. Donc, il faut prévoir des dilatations généralement une fois que la cicatrisation se fait, c'est-à-dire 2 semaines après la chirurgie. Après, il faut manager tout ce qui est complications post-opératoires, savoir les souillures, les constipations, les incontinences. Des fois, quand on touche le sphincter, là, c'est une complication qui est plus difficile à gérer. Sinon, la plupart des techniques, il faut gérer par l'hygiène, par la diététique, hein, et quand c'est hygiéno-diététique, par la pratique de sport, etc. Donc, ces enfants, la maladie, même quand on les opère, je vous ai dit, il faut même des entérocolite post-opératoires, il faut être vigilant pour le post-opératoire. Alors, classiquement, je vous ai dit, on fait des dilatations pour éviter les sténoses. Il y a un papier qui a été publié en 2012. Est-ce que les dilatations par les parents journaliers on demandait aux parents de faire des dilatations journalières ou bien une dilatation par semaine chez le médecin en consultation. Alors, ils ont essayé de comparer, ils ont vu que c'était la même chose. Donc, ils ont dit qu'il n'y a pas de différence entre les dilatations hebdomadaires faites par le chirurgien et les dilatations quotidiennes faites par les parents. Donc, au lieu d'imposer ce stress à la famille, je pense que dans les post-opératoires immédiats, il vaut mieux voir l'enfant chaque semaine et faire ses calibrages, faire ses dilatations et ne pas donner aux parents à faire ces dilatations car il peut y avoir des problèmes. Hein. Donner une sonde rectale à un parent et lui demander de faire des dilatations n'est pas sans risque. Alors, on a opéré cet enfant, on a fait le diagnostic, on a opéré, mais comme toutes les chirurgies, les enfants ne sont pas à l'abri des complications, à savoir précoces ou tardives, ou même le décès. Donc, les complications qu'on redoute, c'est l'entérocolite, je vous ai dit, post-opératoire, le lâchage anastomotique, la sténose. Alors, vous avez vu le cuff tout à l'heure, hein, la paroi musculaire. Ce que je vous ai pas dit, c'est que la paroi musculaire doit être refondue en pleine intervention dans les transanales pour éviter justement cette sténose rectale. Hein. Donc, il faut pas oublier de refondre ce cuff hein, en bas pour éviter cette sténose rectale. Il peut y avoir un élus prolongé, hein, une occlusion post-opératoire par bride, une rétraction du côlon. La rétraction, c'est généralement qu'on a touché au vaisseau qui a une ischémie. Hein, c'est extropion anal, c'est quelque chose de un petit peu fréquent, surtout quand on a touché au muscle. Donc, il peut y avoir au sphincter ou au muscle essentiellement. Il peut y avoir une extropion anal, une fistule entérocutanée. Voilà. Il peut y avoir le décès. Généralement, les décès sont soit dus à l'entérocolite, soit aux malformations associées. Rappelez-vous, je vous ai dit que les malformations cardiaques peuvent être associées, hein, donc certaines malformations cardiaques qui sont sévères et qui peuvent engendrer des complications et même aller jusqu'au décès. Les complications tardives, alors, je vous ai dit, il faut gérer la continence. Quand c'est des enfants qui sont opérés très jeunes, faire attention à l'innervation, peut engendrer une vessie neurologique, des problèmes sexuels, qui peut aller jusqu'aux problèmes psychologiques plus tard. Donc, il faut être attentif dans cette zone du pelvis qui est riche en filets nerveux, donc, et au sphincter. Donc, il faut faire attention au sphincter, faire attention aux filets nerveux. Et quand on est à l'intérieur de l'abdomen, il faut faire attention aux urtères.
toujours dans les complications post-opératoires, donc on peut faire un lavement barité pour avoir notre anatomie du côlon abaissé, détecter s'il y a des troubles des dilatations. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc il faut toujours gérer l'incontinence. Alors l'incontinence, si l'enfant est incontinent, il faut faire la différence entre les souillures occasionnelles et l'incontinence vraie. L'incontinence vraie, c'est qu'on a touché les structures sphinctériennes. Alors, quand il y a des incontinences vraies, il y a certaines techniques qui ont été décrites pour des transpositions musculaires. La plus fréquente est Pécrel, mais généralement, ça ne donne pas de bons résultats à moyen terme. Donc, des fois, on est obligé de faire quelque chose de radical. C'est des sécostomies continentes, c'est-à-dire l'enfant va se sonder et on va faire des lavements à travers le sécom pour pouvoir avoir un enfant propre ou vraiment à l'extrême une colostomie définitive. Donc, il y a, même si on opère l'enfant, il y a tout un processus de surveillance. Donc, la maladie de Hirschsprung n'est pas une pathologie simple à gérer. Alors aussi, la même chose, les syndromes rétentionnistes, surtout dans la technique de Duhamel, vous avez vu, on laisse un moignon rectal. On abaisse le côlon derrière le moignon rectal. Ce moignon rectal, il peut y avoir du fécalante qui se retient là-bas et il peut y avoir des problèmes après, épisodes entérocolite, etc. Donc, il faut être vigilant là aussi. Alors, quelles sont les causes de complications anastomotiques? Je vous ai dit, c'est soit on a tracté et on a provoqué donc il y a une ischémie, un apport sanguin insuffisant, une erreur technique dans le placement de la suture ou une blessure physique dans l'anastomose en période post-opératoire. Alors, si on peut parler un peu de futur, on a vu tout à l'heure, le futur des pathologies chirurgicales n'est pas forcément une innovation technique chirurgicale. Elle peut être une innovation sur la génétique, sur la biologie moléculaire. Donc, on a dit que le problème en matière de Hirschsprung, c'était les cellules crêtes neurales. Donc là, une fois qu'on a compris ça, on a compris le processus génétique, épigénétique dans le fonctionnement et le développement physiologique du système nerveux entérique, il y a des stratégies de traitement qui sont en cours d'élaboration. Par exemple, la thérapie à base de cellules souches. Donc, c'est réimplanter, régénérer les parties infectées de l'intestin. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les thérapies à base de cellules. Donc, mais c'est toujours en expérimentation parce qu'il y a un risque de cancer, de tumorogénèse, etc. Une autre recherche, la recherche future, la technologie qui permet aux chercheurs de modifier les parties du génome. On a vu que ça touchait le gène RET. Donc l'outil est particulièrement utile dans les maladies monogénétiques, mais également peut être appliqué dans les troubles hétérogénétiques tels que la maladie de Hirschsprung. Donc voilà, donc agir sur la mutation du RET. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre conférence. Donc je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vous écoute. Alors, vous pouvez écrire donc vos questions et je répondrai avec plaisir à vos questions. Soit vous prenez la parole, soit vous écrivez. Hein. Je vous écoute. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Si on devait résumer, retard d'émission du méconium, biopsie, diagnostic de certitude, entérocolite, complication la plus redoutable de maladie des Hirschsprung, le nursing,
traitement d'attente, dérivation digestive si l'enfant n'est pas bien ou des formes longues, abaissement colon-anal, abaissement définitif, plusieurs techniques selon la forme anatomopathologique, selon l'âge de l'enfant, selon les conditions générales, hein, et je dirais peut-être même selon les conditions environnementaux. Hein. Donc, si vous êtes service civil et si vous n'avez pas une bonne réanimation en post-opératoire, vous n'allez pas opérer chez un au jeune âge, mais beaucoup plus tard. J'ai une question, je vais répondre. Alors, merci, oui, merci, merci à vous. Avez-vous des questions? Pas de questions? Alors, la biopsie à la place de Noblette est-elle le gold standard? Oui. La pince de Noblette, c'est le gold standard, parce qu'elle est beaucoup moins invasive. Alors, elle se fait, elle peut se faire au lit du malade. Donc, on n'a pas besoin de mettre le malade au bloc opératoire. Vous avez vu cette pince-là. Donc, par contre, la biopsie chirurgicale a l'inconvénient que l'enfant va bénéficier d'une anesthésie générale et donc il sera programmé. C'est une incision. Qui dit incision, risque d'hémorragie, etc. Donc oui, mais je vous ai dit si vous voulez les inconvénients de la pince de Noblette, c'est qu'elle prend uniquement la muqueuse et la sous-muqueuse. Elle ne prend pas la musculeuse. Par contre, la biopsie chirurgicale, c'est une biopsie triangulaire. Elle prend toutes les couches où on peut retrouver cette aganglionie des plexus de Hauer-Barthélemy. Merci à vous. Donc, j'attends toujours les autres questions, si vous avez des questions. Alors, bonjour. Alors, je voudrais poser la question par rapport aux indications de la biopsie, puisqu'on, oui, oui, c'est une bonne question. Alors, deuxième question, c'est préférable de faire une colostomie élective droite ou une laparotomie exploratrice est meilleure? Ok. Donc, j'ai deux questions. Alors, la première question, c'est, est-ce que il faut faire une colostomie élective ou une laparotomie exploratrice? Colostomie élective. Sauf si, voilà, vous avez maintenant vous avez une échographie, donc l'échographie va vous dire qu'est-ce qu'il y a. Vous avez une forte suspicion de maladie d'Hirschsprung et vous faites votre colostomie. Maintenant, si vous avez un doute, peut-être que c'est une mucoviscidose, une ileus méconiale, et donc là, vous avez besoin d'ouvrir l'abdomen, de mieux explorer. Mais une colostomie élective est préférable. Ça dépend aussi des conditions de l'état du malade. Est-ce que vous êtes pressé, le malade ne va pas bien, il faut faire une colostomie en urgence, ou vous avez le temps d'explorer. Une colostomie élective est suffisante. Deuxième question. Alors, je voudrais poser la question par rapport aux indications de la biopsie, puisqu'on la fait systématiquement chez le malade. Alors, la biopsie, c'est le diagnostic de certitude. Normalement, on ne fait pas d'abaissement, donc c'est médico-légal. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Certains peuvent ne pas faire la biopsie, mais ils font l'extemporané. C'est-à-dire que une fois que on a ouvert le malade, avant d'abaisser quoi que ce soit, il faut une certitude diagnostique. Donc, je dirais que la biopsie est obligatoire. Il faut une certitude diagnostique pour abaisser, pour couper un côlon, pour enlever un côlon et abaisser un côlon. Il faut une certitude diagnostique. C'est médico-légal. Maintenant, vous l'avez pas fait, vous avez des fortes suspicions de maladie d'Hirschsprung. Par contre, il faut faire l'extemporané. Vous allez me dire, non, on fait ni la biopsie, ni l'extemporané, mais euh, on, on peut avoir après des problèmes. Des problèmes parce qu'on n'est pas dans la bonne zone le côlon qu'on a baissé n'est pas bien innervé et on peut avoir des reprises, etc. Donc, si on veut faire les choses correctement, il faut faire une biopsie et il faut faire une extemporané. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est, ouais. Associé à la colostomie.
Je n'ai pas compris. Associé à la colostomy, docteur Jaffe, est-ce que tu veux répéter ta question, s'il te plaît? Associé à la colostomy. Jeffrey, repose ta question, s'il te plaît, parce que j'ai juste associé à la colostomy. Il n'y a pas toute la question. On a dit que la colostomie était une dérivation digestive, qu'on faisait la colostomie uniquement quand il y a des formes. Ah, j'avais répondu à ma question. Ok. Ah, par rapport à la colostomie, d'accord. Donc, colostomie élective, oui, je pense que c'est ça ta question. Voilà. Et donc, je disais que la colostomie, on l'a fait de moins en moins. Pourquoi? Parce que c'est des formes recto-sigmoïdiennes. Donc, on peut manager ça par le nursing. Maintenant, bien sûr, le nursing, il n'est pas applicable à tout le monde. Hein, si vous avez un enfant qui habite loin, vous ne pouvez pas surveiller en consultation, etc. Euh, des fois, on est obligé de faire une colostomie, même si l'indication, si l'enfant était à proximité, parce que le nursing doit être surveillé en consultation. Il y a des nursings qui ne se font pas correctement. Il peut y avoir aussi des perforations sur le nursing, il faut faire attention. Donc, le nursing, c'est à ses indications. Il faut contrôler l'efficacité de ce nursing. Si on n'a pas les moyens de faire le nursing dans de bonnes conditions, il faut faire la colostomie. Et voilà. Et sinon, c'est le nursing, et après, on fait le transanal si c'est une forme recto-sigmoïdienne, dans les brefs délais. Alors, étude de l'inversion appendiculaire et systématique, on suspecte une forme totale, appendicectomie. Alors moi, je vous donne les choses qu'il faut faire, dans la littérature, les choses. Alors maintenant sur la pratique, c'est vrai que mais moi, à mon temps, on faisait la panicectomie pratiquement systématiquement quand c'était des formes totales. Si on veut avoir on a opéré le malade, on a déjà une forte suspicion que c'est une forme totale. Oui, il faut faire la panicectomie pour avoir une certitude diagnostique. Quand c'est des formes, bien entendu, je répète, suspicion de forme totale. C'est pas la panicectomie pour faire la panicectomie. On fait pas une colostomie chez un malade et on fait une appendicectomie. Non, on fait l'appendicectomie quand c'est des formes, pour suspicion de forme totale, colon total. Voilà. J'attends encore vos questions. On peut activer encore un peu le temps pour ajouter encore 15 minutes. Alors, traitement des formes longues étendues au grêle. Certaines techniques de Martin qui m'aura l'indication, merci. Oui, 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 bien sûr. J'ai pas voulu en parler. Bon, je parlais de l'Ahbaïn, je parlais un petit peu. Donc, c'est généralement des duhamel, hein. Duhamel, oui. Après, c'est des noms propres. Mais après, il y a le réservoir Angie, il y a plusieurs techniques pour les formes longues. Euh, il faut abaisser le grêle. Euh, voilà, le principe, c'est abaisser un grêle énervé au canal anal. Après, il y a plusieurs techniques, mais le principe, c'est ça. C'est abaisser un grêle. Euh, c'est, les formes totales posent beaucoup de problèmes, hein. Ah, c'est des enfants qu'il faut gérer, il y a des diarrhées, c'est pas des malades simples. Mais bien entendu, Martin, Kimura et tout ça, et il y en a d'autres, ont leur indication. Après, c'est des petites différences techniques. Mais le principe, c'est abaisser, généralement, comme un duhamel, en rétro, un colon sain, innervé au rectum ou au canal anal. Tout dépend de la technique. Paroi postérieure rectale si on fait du hamel ou autre technique. Canal anal si on fait autre chose. Là, est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? On a terminé, donc on a levé la séance.
Alors, celui qui veut lire un peu plus sur la maladie Hirschsprung, il y a des livres. Donc, il y a la dernière monographie française. Donc, ils se réunissent chaque année et ils font des bouquins de monographie. Donc, le dernier rassemblement, c'était sur la maladie Hirschsprung. Et sinon, les gens qui sont en expertise mondiale en matière de maladie de Hirschsprung, c'est lui, de la Torre. Voilà, il y a Alberto Pena, mais Pena, c'est surtout une malformation anorectale, mais ils ont fait quelques bouquins sur la pathologie colique. Donc ça, c'est des livres de référence. Et vous avez une littérature vraiment vraiment abondante en matière de maladie d'Hirschsprung. Alors, question, à quel âge on peut demander la rectomanométrie? Donc, c'est une bonne question. Parce que la rectomanométrie, il faut que l'enfant participe généralement. Et donc, quand il est tout petit, bon, c'est difficile. Or, la rectomanométrie, je vous avoue que je n'aime pas trop ce, ce moyen diagnostique parce que d'abord, les gens experts en la matière, il y en a peu. Et souvent, on nous donne maintenant des résultats erronés. Donc, il faut vraiment que ça soit corrélé. La rectomanométrie seule, elle ne vaut pas grand-chose. Que ça soit corrélé aux images radiologiques et à la clinique surtout. Et rectomanométrie chez l'enfant très jeune, moins d'une année, n'est pas fiable. Voilà. Mais encore une fois, même au-delà d'une année, il faut que ça soit raccordé à la clinique, à l'image. Alors, les formes ultra courtes, est-ce que, alors c'est quoi ta question? Est-ce qu'on fait la rectomanométrie dans les formes ultra courtes? C'est ça la question? Ok. Oui, on peut faire la rectomanométrie dans les formes ultra courtes, mais encore une fois, il faut la corréler aux autres éléments diagnostiques. Les formes ultra courtes, généralement, ça passe par la biopsie parce qu'on a des problèmes diagnostiques. Je vous ai parlé durant la présentation que les formes ultra courtes passaient souvent inaperçues parce que la membarité, on les voit pas bien. La clinique, elle est pas parlante. Donc, généralement, quand la maman, elle met le thermomètre, il y a une débâcle. Donc, l'enfant grandit et comme on met souvent un thermomètre quand on est petit. Et après, ça arrive à l'âge nourrissant ou même petit enfant avec ses formes d'enfant ballonné, etc. Pour les formes ultra courtes, c'est l'indication vraiment de faire la biopsie. Je me baserai plus sur la biopsie que la rectomanométrie. Hein. Forme ultra courte, on peut le faire, c'est un moyen diagnostique comme un autre, mais sur les résultats, voilà, raccorder rectomanométrie associée à tout le reste. Oui, voilà. Voilà. Est-ce que il y a d'autres questions? Donc, faites attention aux formes ultra courtes et aux formes longues. Formes longues aussi, elles posent d'abord des problèmes et elles peuvent être, la maladie du Hirschsprung peut ne pas être diagnostiquée correctement sur ces formes longues. Hein, on peut rester encore un peu ensemble si vous voulez, si vous avez encore des questions. Si vous avez aussi des propositions de thèmes que vous voulez qu'on discute ensemble, vous pouvez les mettre sur le groupe Viber et proposer des thèmes que vous voulez qu'on discute. Est-ce qu'il y a que des chirurgiens pédiatres aujourd'hui? Je en vous connais quelques-uns, mais il y a beaucoup de pseudos, donc je ne sais pas qui c'est qui est derrière ces pseudos, mais j'imagine que la plupart vous êtes des chirurgiens pédiatres. Alors, j'ai tout de suite des propositions de thèmes, des malformations anorectales, oui, j'imagine. Les sténoses œsophagiennes et les malformations anorectales.
traitement du prolapsus rectal. Qui c'est qui m'a déjà fait? Ah, prolapsus rectal, le, tra- le traitement du prolapsus rectal, c'est, alors, on est dans le prolapsus rectal, on n'est pas dans l'extropion de la maladie d'Hirschsprung opérée, hein. J'ouvre une parenthèse. Le prolapsus rectal, généralement, c'est des enfants qu'il faut faire un bilan nutritionnel. C'est des enfants qui ont, très souvent, ils sont dénutris. Il faut faire une proctoparasito. Il faut chercher, les parasites, une fois que tu as éliminé tout ça et que tu as essayé c'est comme la pince à orthomésentérique. Ça touche les enfants, qui sont dénutris. Le prolapsus aussi. Mais des fois, on est obligé de fixer. Pexie du rectum ou promontoire. Euh, et des fois, on peut utiliser une infiltration, au niveau rectal. Donc, oui, on peut en discuter, mais c'est pas quelque chose qui est problématique. Les sténoses œsophagiennes et les malformations rectales, je suis d'accord. On peut faire un prochain malformation rectale. Mais le prolapsus, il faut d'abord gérer la dénutrition, recto, faire la recherche de parasites au niveau procto. Une fois que tu as tout géré ça, essayer de faire des infiltrations, et essayer de renforcer le sphincter, le sport, les règles hygiéno-diététiques, peu de sport pour muscler la sangle puborectale. Si tout ça ne marche pas, la chirurgie, vraiment, c'est le dernier recours. La fixation du rectum au promontoire. Généralement, ça se fait chez l'enfant un peu plus grand. Et c'est vraiment, on peut le faire par cellio, hein, c'est rapide. Mais c'est surtout la gestion de. Très souvent, ça règle le problème. Bon, si tu l'as proposé, c'est que tu dois avoir des malades qui sont problématiques dans ta région. Donc, essaye de préconiser du sport, le renforcement de la sangle puborectale, traitement des parasites, traitement d'une déficit nutritionnel. Et si tout ça la sclérose, c'est une infiltration par sclérose, par un produit sclérotique qui permet un petit peu de tonifier un petit peu le sphincter externe et éviter le prolapsus. Et si tout ça ne marche pas, dernier recours, c'est la chirurgie. C'est exceptionnel, hein. Bon, je pense que j'ai vu ça une fois. Ah, d'accord. La proctologie, alors quelqu'un d'autre me propose la proctologie pédiatrique. Procto, apparemment, ça me pose problème. C'est quoi? Hémorroïdes, fissures, fistules. Vous savez, la proctopédiatrique, c'est pas comme chez l'adulte. Euh, Avant, on opérait très facilement tout ce qui était fistule anale, on faisait la fistulographie, les abcès, de plus en plus, on est conservateur, hein, parce que c'est les sphincters, etc. Donc, pas beaucoup de place à la chirurgie dans la proctopédiatrique. On peut en dire un mot un jour. Atrésie des voies biliaires, oui, j'imagine, mais carosophage, sténose de l'œsophage. OK. Alors, elle m'a écrit prolapsus rectal récidivant malgré une rééducation périnéale. Je peux t'envoyer en privé un produit que tu peux essayer pour infiltrer. Et ça donne généralement de bons résultats. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Ok. Est-ce que encore des questions? Oui, les fistules anales, c'est généralement il faut faire des fistulographies et voir si ça va jusqu'au rectum. Voilà. Mais il faut être le plus conservateur possible. Je vous déconseille fortement d'opérer les proctobons, bien sûr, quand c'est des abcès anales, bien sûr qu'il faut les opérer mis à part, mais essayez d'être le plus conservateur possible. C'est vraiment pas les indications d'adulte, la proctopédiatrie. Maîtriser l'œsophage. Oui, maîtriser l'œsophage, oui. Maîtriser l'œsophage, c'est surtout la morbidité. On les suit, moi jusqu'à présent, je les suis. C'est
On peut en parler. La néonate en général et la trisomie en particulier. Ah, les différenciations sexuelles, c'est vrai. C'est pas mon domaine. Je préférais que ce soit quelqu'un qui a l'expertise pour en parler. Je peux vous répondre d'une manière générale. Mais anomalie de différenciation sexuelle, il y a des gens qui font ça d'une manière plus pointue que moi. C'est pas mon domaine de prédilection, c'est pas mon domaine d'expertise. La néonate, oui. La viscérale, oui. L'urologie, oui. On peut en parler. Moi, je pense qu'on va mettre fin à la discussion. Donc, ceux qui vont passer les examens à LCH, luxation congénitale de hanche, c'est vrai que c'est un problème de santé publique. Euh, Là aussi, l'orthopédie, c'est pas trop mon domaine d'expertise, mais je peux mettre des assistants qui peuvent vous en parler. On peut, on peut organiser ça. On a fait, euh, on a fait il y a quelques mois une journée à l'hôpital de Mustapha sur la pathologie de la hanche de l'enfant et on a discuté en long et en large de la LCH. Donc, je profite justement pour vous inviter au CHU Mustapha. Donc, ça va être un amphithéâtre de la CCA normalement. Je vais vous confirmer ça. Le jeudi 16 novembre, on va parler de la pathologie de l'œsophage. Donc, jeudi 16 novembre, normalement, en préconfirmation du CHU Mustapha. Donc, ça sera une journée sur la pathologie œsophagienne, comme on a fait la pathologie de la hanche il y a quelques mois. On a fait la pathologie néonatale l'an dernier. Donc, là, on fera la pathologie œsophagienne. Donc, en novembre, avant le DMS. Donc, vous pourrez poser vos questions à tous les experts qui sont sur place. Voilà. Donc, je vous remercie pour ceux qui ont l'examen. Je vous souhaite bon courage pour ceux qui sont en service civique aussi. Et je vous ai mis mon email. Si vous avez des cas cliniques ou des questions à me poser par email, je répondrai selon, bien entendu, le temps que je peux. Voilà. Bon courage à tous. À la prochaine.